C'est important d'avoir un rêve et puis d'essayer de se commencer à rentrer sur le chemin de ce rêve et de se donner les moyens d'avancer, de trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Bonjour et bienvenue sur PEPS, le podcast qui vous booste pour réaliser vos rêves et où j'échange avec des personnes passionnantes et passionnées qui réalisent leurs projets et leurs envies. Abonnez-vous à PEPS sur toutes les applications de podcast, c'est ce qui permet au podcast de vivre. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcast et que vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à laisser une petite note. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Alexis Pinault, ou sur Twitch où le podcast est enregistré en direct et où vous avez la possibilité de faire partie de l'émission pour interagir vous aussi avec les invités. Tous les liens sont en description de cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour Claudie Aigneret, merci beaucoup d'être là. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir. J'ai beaucoup d'invités exceptionnels, enfin moi en tout cas que je trouve exceptionnels, et vraiment c'est un très grand honneur pour moi. L'idée de ce podcast, donc, c'est de parler de votre parcours et de vos différentes vies, parce que vous avez eu plusieurs vies en une, et évidemment aussi de parler des gens qui vous ont accompagné durant ce parcours, comment ça s'est produit, comment se sont présentées les opportunités, comment vous y avez répondu. Évidemment, on va faire je pense, un des plus longs moments sur tout ce qui va être la conquête spatiale et puis votre métier d'astronaute, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses et du coup on va regarder un petit peu tout ça et je vous propose de commencer par le début, à savoir alors ce que j'ai imaginé être le début, mais après vous me direz si c'est ça ou pas, qui est le 21 juillet 1969 où vous avez 12 ans et c'est le premier pas de l'homme sur la Lune à cette époque-là. Est-ce que vous, c'est un événement déjà que vous avez vu, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué et potentiellement qui vous a donné envie de devenir astronaute? Oui, je crois que les choses commencent effectivement à ce moment-là, à 12 ans. Voilà, on est un enfant très curieux qui a plaisir à se laisser émerveiller et fasciner. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de voir cet alunissage d'Apollo 11 et que ça a été un moment absolument magique, partagé avec toute la famille, puis avec des millions de personnes à ce moment-là. Et je dirais que peut-être dans une tête d'enfant, il y a des moments où on se dit « mais je croyais que c'était impossible ». Et là, je vois que c'est possible. Donc c'était cette ouverture vers le possible grâce à la science, à la technique, à la volonté. Et donc, voilà, ça m'a fortement impressionnée. Alors, c'est vrai qu'ensuite, j'ai voulu en savoir plus. Alors, j'ai vu des documentaires, je me suis plongée dans la science-fiction, bien évidemment, au-delà du Jules Verne qui était déjà peuplait mes bibliothèques. Et puis, ça m'a trotté dans la tête sans pour autant me dire qu'un jour, je serais moi-même un astronaute. Parce qu'en 69, il n'y avait pas d'école d'astronautes. Et puis, les astronautes, dans cette génération Apollo, c'était quand même ces héros capables de surmonter toutes les difficultés. Donc, ça restait malgré tout quelque chose qui était peut-être pas tout à fait pour moi. Mais l'occasion s'en est présentée un peu plus tard dans ma carrière, après que je sois devenue médecin rhumatologue. On va en parler justement. Vous parlez de science-fiction à l'instant. Moi, j'adore la science-fiction. Pour le peu de livres que je lis beaucoup des livres de science-fiction ou autour de l'intelligence artificielle, tous ces concepts-là que j'aime beaucoup. Et vous, du coup, c'est quelque chose qui j'imagine, vous a marqué. Peut-être les livres que vous avez lus comme Tintin ou Tintin sur la Lune ou du Jules Verne, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous enseignez ou que vous transmettez, le fait que rien n'est impossible, si rien n'est impossible? Alors c'est vrai que ça m'a nourri. Je crois que quand on nourrit son imagination, ça laisse la porte ouverte à la curiosité, au questionnement et à l'envie de découvrir, à passer derrière le rideau un peu quand on est enfant, derrière la porte. Et je pense que cette curiosité, elle est importante. Il faut qu'on ait des rêves, des envies, des désirs. C'est comme ça qu'on avance, qu'on va plus loin. Et d'ailleurs, je trouve que la science-fiction est toujours un exercice important aujourd'hui pour se projeter et puis pour se dire quel est le chemin pour aller là-bas, ou si on veut être là-bas dans 20 ans, dans 30 ans, si on va sur des romans d'anticipation, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour rendre
ce futur-là possible. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, par exemple, c'est dans une autre vie que celle d'astronaute, mais j'ai eu la chance d'être la présidente du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie Univers Sciences. Et voilà, on utilisait beaucoup ce ressort de la fiction pour aller attirer vers la science, la technologie, que ce soit au travers de Star Trek, bien évidemment, sur sur le spatial, ou que ce soit sur le Bureau des légendes tout récemment, pour entrer sur ces éléments de l'espionnage et de ces positionnements. Donc c'est quelque chose qui est important, et d'ailleurs je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est le ministère de la Défense et l'Agence Innovation de Défense aujourd'hui qui a mis en place ce qu'elles ont appelé une Red Team. Et donc, ce sont des auteurs de science-fiction qui aident à penser l'avenir pour essayer de trouver dès aujourd'hui la façon de mieux le maîtriser. Enfin, en tout cas, d'en faire un futur qu'on souhaite et non pas un futur qu'on subit. Donc oui, je trouve ça intéressant. Il me semble aussi que les futurologues, il y a des gens qui leur métier c'est la futurologie, s'entourent aussi beaucoup d'auteurs de science-fiction pour justement prévoir l'avenir, parce que souvent ils analysent en fait ce qui se passe aujourd'hui, ils arrivent à prévoir le futur. C'est quelque chose que je trouve assez passionnant. Oui, je crois qu'il faut arriver à débrider un petit peu le rationnel du quotidien. Si on pense demain avec les seuls outils d'aujourd'hui, je crois qu'on se limite un petit peu dans ce vers quoi on peut aspirer, aller plus loin. Et l'exploration spatiale, c'est un petit peu ça, c'est dépasser les limites, repousser les frontières du connu. C'est un peu aussi ce que font les chercheurs d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de chercheurs dans le monde de l'exploration spatiale, que ce soit dans les sciences spatiales classiques pour aller vers ces planètes mal connues, voire même ces systèmes stellaires qui sont pas les nôtres, ou que ce soit au quotidien dans ce qui se passe dans la Station spatiale internationale et qui nous permet de rendre demain possible. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, la science c'est quelque chose qui vous a attiré et avant même d'être astronaute, parce que vous avez été du coup médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin, à Paris. Est-ce qu'il y avait une raison particulière d'avoir choisi la rhumatologie ou... Oui. Bonne question. Alors, je l'ai déjà dit souvent, puis on le verra, c'est important dans un parcours d'astronaute d'avoir une bonne condition physique. Et donc, on est tous un peu des sportifs de compétition, quel que soit le domaine. Et moi, j'étais une gymnaste. Donc, je m'intéressais beaucoup au fonctionnement du corps, justement dans des positions un petit peu différentes, l'environnement de compétition et de dépassement de soi que représente le sport. Donc voilà, je me suis spécialisée en physiologie et traumatologie du sport, parce que le sport peut parfois provoquer des traumatismes, et puis en rhumatologie, qui était le fonctionnement du corps douloureux, du corps limité. Donc effectivement, voilà, c'est un petit peu un leitmotiv chez moi, pas obligatoirement une passion, mais c'est ce qui m'intéressait, savoir comment le corps fonctionne. Et puis après avoir été sélectionnée, je suis même allée plus loin en essayant de comprendre comment le cerveau pouvait permettre au corps de mieux fonctionner, de s'adapter. Et j'ai donc fait une thèse de neurosciences. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant, une fois dans l'espace, en ayant eu la chance d'être sélectionnée et puis d'avoir ces 2 missions spatiales, de pouvoir ressentir, analyser les transformations de son corps en microgravité, comment on retrouve ses repères, ses références, comment on apprend à utiliser des schémas moteurs qui sont bien différents de ceux qu'on a quand on est contraint par le champ de gravité. Donc oui, c'est quelque chose d'important pour moi. D'accord, très bien. Justement, on va en reparler de tout ça, de votre thèse en neurosciences. Et ça a commencé en fait par, du coup, une année un peu clé pour vous, j'imagine, c'est l'année 1985, où là, vous avez vu un papier comme quoi il recrutait des astronautes. Alors justement, dans les couloirs de l'hôpital Cochin. Voilà. Okay. C'était un appel à candidature qui n'était pas simplement limité au profil classique des militaires, pilotes de chasse, pilotes d'essai. Donc cet appel à candidature du CNES, l'Agence française de l'espace, devait être présent sur les bases militaires de l'armée de l'air et autres,
Mais il était aussi présent dans les centres de sciences et de recherche clinique. Et l'hôpital où je travaillais avait aussi un département de recherche clinique. Et c'est là, sur le petit tableau dans le couloir, que j'ai vu cet appel à candidature et que les étoiles qui avaient illuminé mon enfance à l'âge de 12 ans se sont mis de nouveau à scintiller très fort et me pousser à demander ce dossier. C'était un peu le rêve qui renaissait grâce à cette affiche, en fait. Mais par contre, avant ça, vous n'aviez pas imaginé, vous n'étiez pas dit « je vais faire de la médecine pour devenir astronaute » ou autre. C'était, pour vous, vous aviez une autre carrière et puis c'est une occasion qui s'est présentée. Voilà, c'est une occasion qui s'est présentée, mais malgré tout, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de hasard complet. Il y a du hasard et puis il y a des chances. Et parmi mes spécialités médicales, parce que peut-être vous direz tout à l'heure... Bon, je suis un horrible exemple pour les enfants à l'école puisque je suis bac plus 19, parce que j'ai accumulé des diplômes successifs. Et ben, parmi ces diplômes, je suis aussi spécialiste en médecine aéronautique et spatiale. Et ça, je l'avais fait avant de tomber sur cet appel à candidature. Donc tout convergeait pour faire que je sois prête à me lancer, et puis que dans une sélection qui était difficile quand même, puisqu'on était 1000 candidats à ce moment-là, et on a été 7 candidats retenus. Donc tout saisir sa chance, et puis accumuler un petit peu ces bonnes étoiles, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Alors, j'en profite juste pour dire qu'en ce moment, il y a une sélection d'ailleurs qui est en train de se faire, qui se termine, je crois, fin mai, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il y a un invité que j'avais eu sur le podcast qui s'est inscrit en tant qu'astronaute. Très bien. Alors oui, il faut en parler. Donc, l'Agence spatiale européenne, puisque tous les astronautes des différents pays européens, depuis 1999, ont rejoint le corps des astronautes européens au sein de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Et donc, ma première mission en 96, c'était une mission franco-russe organisée par l'agence française. Et ma seconde mission à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, en 2001, c'est une mission organisée avec l'ESA. Et donc, l'ESA lance une nouvelle sélection d'astronautes. Après la sélection que tout le monde a en tête, où on a vu Thomas Pesquet en 2008 devenir un des 6 astronautes recrutés à ce moment-là. Cette sélection, elle a démarré le 31 mars. Les dossiers sont à retirer sur le site de ESA Careers, les carrières de l'ESA. Et ça va jusqu'au 28 mai. Donc ceux qui sont intéressés, jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes, il faut renvoyer le dossier que vous aurez téléchargé avant le 28 mai. Très bien. Et du coup, donc, il y a à peu près en nombre de personnes qui sont allées dans l'espace. Aujourd'hui, il y a entre 5 et 600 personnes, si je dis pas trop de bêtises. 566, dont 64 femmes. Voilà. Et donc, ça fait à peu près 10% de femmes. Et d'après ce que j'ai compris, il y a à peu près autant de femmes, en fait, qui font la demande aussi. C'est ça. Qui explique. Donc, c'est pas forcément une sélection qui est faite. C'est pas du tout une sélection avec des critères particuliers hommes et femmes. C'est qu'effectivement, le vivier des candidates, avant de rentrer dans le processus de sélection, n'est pas encore satisfaisant du point de vue de la diversité. À mon époque, en 85, il y avait 10% de candidatures féminines. En 2008, il y en a eu 15% au niveau de la sélection de l'agence. Et c'est vrai que l'agence, aujourd'hui, a envie de voir plus de candidates pour ensuite peut-être en avoir plus justement après le processus de sélection. Mais aujourd'hui, le problème vient du vivier en amont. Donc on est un petit peu, et j'en parle moi assez régulièrement, de dire aux jeunes femmes que c'est aussi pour vous. Bon, maintenant il y a eu quand même pas mal de femmes qui ont volé, qui ont eu tous les postes. Aujourd'hui, dans la Station spatiale internationale, c'est Shannon Walker, une femme qui est la commandante de la station. Il y a eu des magnifiques sorties extravéhiculaires très complexes, des pilotes de navettes, pilotes Crew Dragon, puisque c'était Megan McArthur qui était la pilote du vol de Thomas Pesquet il y a quelques jours. Et donc les profils sont très larges. On peut être
Évidemment, pilote, pourquoi pas, mais on peut être ingénieur, on peut être chercheur. Mégane est océanographe. Moi, j'étais médecin. Alexander Gerst était un vulcanologue. Donc, toutes les sciences de la planétologie sont ouvertes. Les ingénieurs roboticiens, aussi bien que les ingénieurs aéronautiques. Donc, des profils très, très larges. Et ben voilà, faut tenter sa chance. Parce que si on tente pas sa chance, on a peu de chance d'entrer dans ces magnifiques carrières. C'est sûr. On a, alors je sais plus, il y avait une sorte de dicton qui disait que si on faisait rien, on était sûr d'échouer, alors que si on tentait, on pouvait échouer, mais on pouvait aussi réussir. C'était assez intéressant. Et même si on échoue dans ce processus de sélection, vous allez découvrir des gens, des métiers. C'est quelque chose où, tout au long du chemin, même si le chemin va pas jusqu'au bout, je crois que chacun va grandir et se découvrir soi-même. C'est ce que je dis souvent aux jeunes gens de tout genre, de tout profil, de toute culture. Vous allez de toute façon grandir en essayant de dépasser vos limites, vos peurs, les obstacles que vous pouvez imaginer ou qui peuvent être réels. Et du coup, étant donné qu'il y a moins de femmes, c'est forcément plus un milieu d'hommes. Est-ce que c'est plus dur d'évoluer? Est-ce que ça vous est été complètement égal? Comment ça s'est passé, l'intégration? Alors, oui, je dirais que je n'ai jamais eu autour de moi des gens qui m'ont dit c'est pas pour toi. J'étais plutôt entourée avec des gens qui me faisaient confiance, et donc voilà, j'avais aussi plutôt un tempérament d'appétit et de désir. Je l'ai dit, il faut avoir un rêve ou un désir, une motivation forte pour se lancer là-dedans, parce que c'est quand même un chemin compliqué, long, il faut être patient, persévérant, ça marche pas toujours, parfois c'est ennuyeux, parfois c'est difficile, donc il faut vraiment être motivé. Donc j'avais plutôt ce tempérament-là, les gens autour de moi m'ont plutôt fait confiance et m'ont accompagné. Et puis la particularité, c'est que on a tous chacun sa spécialité au départ, mais que la formation est très longue et vous allez acquérir des compétences nouvelles. Moi, je suis devenue un petit peu ingénieur, un petit peu pilote, un petit peu chercheur dans un autre domaine que les sciences du vivant, un opérateur aussi, avec les computers ou la maintenance de la station. Donc, c'est difficile pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme. C'est difficile aussi pour les hommes. Donc, et on a tous envie d'aller jusqu'au bout et de réaliser ce rêve et cette mission. Donc, on est tous, je dirais, dans des situations délicates, difficiles, où il faut se surpasser. Donc, c'est plutôt de l'émulation. Et puis, une fois qu'un équipage est constitué, l'objectif de l'équipage, c'est de réussir la mission pour laquelle il s'est entraîné avec les scientifiques, les ingénieurs, et où il a la responsabilité à un moment donné sur les épaules. Donc là, les 3 membres d'équipage, ou les 4 membres d'équipage, par exemple sur le dernier vol de Thomas, on fait vraiment corps avec nos différences pour que ça réussisse. Donc j'ai jamais ressenti de moments spécifiquement difficiles pour une femme par rapport à un homme. C'était difficile pour tout le monde. Or, petite nuance quand même, je l'ai dit, c'est le gros scaphandre de sortie extravéhiculaire russe, puisque je me suis entraînée 2 fois avec les Russes, le scaphandre Orlan, et pas tout à fait ergonomique pour une morphologie féminine. Donc là, ça demande... Mais ça progresse, ça progresse. Et les Américains ont aujourd'hui, par exemple, des scaphandres qui sont beaucoup plus ergonomiques et l'interface plus facile, même pour des morphologies plus féminines, donc moins taillées en XXL que peuvent l'être certains de nos collègues masculins. Mais ça, c'est un problème technique qui va s'améliorer avec la techno. Très bien. Ok, et du coup, donc, c'est de 1992 à 2001 que vous êtes allé habiter en fait en Russie. Presque 10 ans. C'était une période assez particulière parce que il sortait justement de l'Union soviétique, et vous êtes entraîné à la Cité des Étoiles, c'est ça? Alors ça, c'est quelque chose de magique, parce que quand on a cette imagination, qu'on s'est mis dans le monde du spatial, on a des figures un petit peu de héros autour de soi. Bon, il y avait Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Alors ceux-là, je les ai pas rencontrés à la Cité des Étoiles, mais il y avait Valentina Tereshkova, Alexei Leonov, le premier piéton de l'espace.
Et ces gens-là, je vivais avec eux. On avait les appartements les uns à côté des autres. Donc voilà, on vivait avec ces héros, avec ces mythes, avec ceux qu'on avait vus dans les documentaires ou dans nos lectures. Et puis Gagarine était présent partout, bien évidemment, à la Cité des Étoiles. Donc au-delà d'être une aventure scientifique et technique, c'est aussi une aventure humaine de rencontres, de cultures différentes. Et puis, vous l'avez rappelé, 92, c'était le passage de l'URSS à la Russie. Donc, un monde un peu fermé, un peu militaire, la Cité des Étoiles, quand j'y suis arrivée en 92. Et puis, l'ouverture à l'Europe, l'ouverture aux États-Unis, d'abord avec cette grosse navette spatiale qui est venue s'amarrer à la station Mir. Quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'était pas fait pour au départ. Et puis ensuite, on s'est mis ensemble à construire la Station Spatiale Internationale. Donc c'était une magnifique aventure humaine de coopération, essayer de faire converger des cultures d'ingénierie ou même des cultures et des langues qui étaient pas les mêmes. C'était fantastique à vivre. Ouais, j'imagine. Et il y a beaucoup de monde qui vous entoure. Ou est-ce que c'est quelques personnes comme un coach par exemple référent qui vous accompagne vraiment tout du long, ou il y a vraiment énormément de personnes, de techniciens, d'ingénieurs qui vont vous former sur tout un tas de choses? Alors il y a tous les instructeurs pour vous permettre d'apprendre tous ces systèmes. C'est quand même un système de systèmes très complexe, une station spatiale et puis la fusée et la capsule pour y aller. Ensuite il y a les ingénieurs et les chercheurs, les scientifiques pour le programme scientifique. Puis il y a ce qu'on appelle l'équipe projet. Alors c'est toute l'équipe. Nous, elle était basée à Toulouse, mais elle venait souvent nous voir à la Cité des Étoiles. Et ça, c'était vraiment ce lien de confiance avec en particulier un médecin d'équipage, d'ailleurs. Ça, c'est important aussi. Médecin d'équipage à qui on pouvait tout raconter, qui était l'interface avec nos familles, qui parfois faisait le babysitting de nos enfants. Je vais jusque-là, puisque j'ai eu une petite fille entre mes deux missions spatiales. Donc voilà, il y a des liens très très forts. Alors, il y a une fraternité parmi les astronautes et cosmonautes, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi cette fraternité au sein de l'équipe projet. On n'en parle pas assez souvent, d'ailleurs. On met souvent que l'astronaute sur le piédestal, c'est lui qu'on voit à la télévision. Mais tous ceux qui sont à l'envers du décor, derrière, dans les centres de contrôle ou qui vous ont préparé, c'est grâce à eux que ça marche. Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. On part pas tout seul dans l'espace, j'imagine bien. Non, on part pas tout seul. Donc c'est un entraînement très technique, intellectuel aussi, parce que vous apprenez des langues, vous apprenez des choses comme ça. C'est physique aussi, j'imagine. Bon, ça, vous aviez déjà, vous, un peu de bagage là-dessus en tant que gymnaste, si je dis pas de bêtises. Et du coup, durant la sélection, est-ce que c'est vraiment un esprit de compétition entre les candidats, ou est-ce que c'est quelque chose plutôt d'entraide et puis le meilleur sera sélectionné? Pendant la sélection, c'est pas de la compétition. Enfin, on sait que c'est dur pour tout le monde, on sait que c'est soi qu'il faut surmonter, se dépasser et à la limite... on est plutôt en complicité avec ceux qui passent les examens en même temps que vous. Et puis après, quand on est en équipage, là, c'est évident que chacun apporte quelque chose à l'autre. Le travail d'équipe, ça devient vraiment quelque chose. Alors, la sélection, je crois qu'il faut y aller avec cette patience, détermination, puis aussi avec ce plaisir, cet appétit à vivre ces moments-là. Vous avez parlé du travail intellectuel, tout ce qu'il faut apprendre, la langue, ça c'est pendant l'entraînement, de cette bonne condition physique avec, pratiquement 2 heures par jour de maintien en condition physique au sol. C'est la même chose après en vol pendant la mission. Puis tout ce qui est la préparation physiologique. Alors c'est vrai qu'il y en a pendant la sélection et il y en a à l'entraînement.
la centrifugeuse pour voir comment vous allez réagir à ces facteurs de charge, les caissons pour tester comment vous réagissez à des situations où il y a un petit début de dépressurisation, le fameux tabouret tournant dont on a beaucoup entendu parler, le travail en piscine où on a immergé des modules de station pour répéter les sorties extravéhiculaires. Donc voilà, moi j'avais envie de découvrir comment je me comportais dans des situations peut-être un petit peu extrêmes. Je crois qu'il ne faut pas y aller avec du stress négatif, il faut y aller avec de l'envie de se dépasser. Mais dans ce cas-là, on y va tous les uns à côté des autres, on n'est pas là pour faire un croche-patte à celui d'à côté. Et même les entraînements sont des entraînements où on entraîne 2 équipages pour une mission, au cas où il y a un problème juste avant la mission. Donc un équipage numéro 1 et un équipage doublure. Mais j'ai jamais vu un membre d'un équipage doublure faire tomber le vélo de l'équipage numéro 1 pour qu'il réussisse pas la mission. Non, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas cet esprit-là. J'imagine. Et justement, dans cette phase d'entraînement, c'est quoi, pour vous, qui a été le plus dur et le meilleur moment ? Enfin, ou les meilleurs moments, peut-être. Il y en a, j'imagine beaucoup. Mais... Oui, il y a beaucoup de meilleurs moments. Alors, c'est peut-être lié au fait que, mon deuxième vol, c'était 2001. Donc, on va bientôt fêter les 20 ans de ce deuxième vol et qu'au fur et à mesure, on s'éloigne de quelque chose, on n'en retient que les moments positifs. Bon, vous imaginez bien qu'apprendre le russe, pour être à l'aise dans des entraînements et des cours sur la gyrostabilisation, la mécanique orbitale, c'est pas complètement facile en russe, et ça, il fallait s'y mettre tout de suite, parce que moi, j'ai appris le russe en arrivant à l'entraînement en novembre 92. Donc voilà, ça, c'était un peu ingrat. Mais c'était indispensable parce que c'est en parlant la langue de l'autre qu'on arrive vraiment à échanger et à avancer ensemble. Après, oui, c'est difficile parce que c'est très technique. Il faut retenir, il faut beaucoup de mémorisation. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut faire avec une habileté. Par exemple, vous entraînez à l'amarrage. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec le vaisseau Crew Dragon, c'est plus facile parce que vous avez vu ces interfaces tactiles, c'est très différent. C'est vrai que sur le vaisseau Soyuz, et même il était encore analogique, c'était pas digital à l'époque où j'ai volé. Donc effectivement, il y avait vraiment des manual skills, enfin cette compétence particulière dans les éléments de pilotage ou d'utilisation d'ailleurs des laboratoires et des manips qu'on allait réaliser en orbite. Donc c'est très très divers. Il y a des choses qu'on ne sait pas au départ, puis on apprend à apprendre des choses très différentes. Et c'est comme ça que la confiance se forme. Et vous nous parliez tout à l'heure des équipages doublures. Donc on forme, parce que c'est des missions qui coûtent très cher, j'imagine. Donc du coup, il faut toujours on va dire un équipage de rab au cas où. Est-ce que comment vous avez fait, je veux dire psychologiquement, mentalement parlant, pour se dire, je m'entraîne aussi dur que les autres, mais peut-être que je partirai jamais. Est-ce que c'est pas très dur de s'entraîner comme ça? Oui, alors j'ai pas eu vraiment ces pensées-là parce que on était dans un cycle de coopération entre la France et la Russie qui avait commencé avec le premier vol de Jean-Loup Chrétien. Et voilà, il y avait des opportunités de vol assez régulières. Donc on savait que si on était le backup, la doublure à un moment donné, on était le numéro 1 sur le vol suivant. Alors bon, bien évidemment, il faut faire attention à pas se faire un traumatisme ou je sais pas quel problème médical qui vous empêcherait effectivement par la suite de voler. Et ça peut arriver dans la carrière d'astronaute. Sinon, on était à peu près certain d'avoir une autre opportunité de vol après. C'est la même chose pour les astronautes aujourd'hui, les SEC de l'Agence spatiale européenne. Il est planifié qu'ils aient la possibilité de voler au moins chacun 2 fois. D'accord. C'est la deuxième fois pour Thomas, c'était la deuxième fois pour Luca, pour Alexander. Ça sera la deuxième fois pour Samantha Cristoforetti, qui est la jeune femme italienne aujourd'hui active à l'agence. Elle volera l'année prochaine. Donc, et puis il y a des négociations où on essaie de planifier un petit peu à moyen terme et long terme. Et l'Agence spatiale européenne a déjà stabilisé 3 possibilités de vol sur ce gateway, cette infrastructure qui va être
autour de la Lune. Donc voilà, ça donne de la visibilité pour ces astronautes européens d'avoir la possibilité de voler par la suite. Et la nouvelle génération qui va être recrutée avec ce recrutement de l'Agence spatiale européenne, eh bien, elle aussi, elle aura ces possibilités de voler à bord de la station spatiale, autour de la Lune, et je l'espère pour l'un des anciens comme des nouveaux à venir sur la surface de la Lune. Mars, je pense que c'est encore un peu difficile, même pour la génération à venir. Mais ils vont préparer le chemin, en tout cas. Ouais. J'ai des questions justement. Ou peut-être que Elon Musk nous réservera encore des surprises davantage que ce qu'il nous fait à chaque instant. On va y revenir justement à Mars, la Lune, Elon Musk, tout ça, c'est des sujets que je voulais aborder. Juste une petite précision également. Du coup, vous avez rencontré en fait votre mari qui est français mais en Russie, qui lui aussi est astronaute, donc Jean-Pierre Aigneret. Et donc entre cette première mission de 1996 et la deuxième mission en 2001, où là vous avez volé à bord de l'ISS et puis à bord de Mir, comme vous l'aviez fait en 96, vous avez eu Carla, du coup, votre fille. C'est bien ça? Oui, en 98. Très bien. Alors effectivement, avec mon mari, on a été sélectionnés en même temps, en 85. D'accord. Mais lui était un pilote militaire de l'armée de l'air et il travaillait plutôt sur Toulouse. Moi, je faisais ma thèse de neurosciences sur Paris. Donc voilà, jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'entraînement, on avait des chemins un petit peu différents. Et puis, c'est vrai qu'on s'est retrouvé et trouvé à la Cité des Étoiles et que voilà, on a eu la chance ensuite de partager cette aventure magnifique, d'avoir chacun 2 opportunités de vol. Et quand je parlais tout à l'heure d'avoir été doublure, j'ai été à 2 reprises doublure de mon mari qui était numéro 1. Voilà. D'accord, très bien. Et donc je ne l'ai jamais fait tomber de son vélo pour qu'il ne vole pas. Encore moins, j'imagine. Du coup, donc, en 96, c'est votre premier vol. Là, vous partez à bord de la station Mir. C'est là où vous devenez, du coup, la première Française à aller dans l'espace et encore la seule Française aujourd'hui à être allée dans l'espace. Vous partez de Baïkonour au Kazakhstan. C'est là où il y a le pas de tir, en fait, de la Russie, notamment. Comment ça se passe un premier vol? Alors j'imagine que vous avez beaucoup de choses à raconter, mais comment ça se passe la sensation qu'on a avant, quand on rentre dans la capsule, quand on décolle, comment on est, dans quel état d'esprit on est? Alors il y a un moment particulier quand on arrive à Baïkonour. On arrive à Baïkonour à peu près 15 jours avant le vol. Parce qu'il y a cette période de quarantaine aussi, bien évidemment, même hors période Covid, il y a une période de quarantaine, parce que bien évidemment, il ne faut pas apporter de maladies infectieuses à bord de la station. Et quand on arrive à Baïkonour, qui est au Kazakhstan, donc quand même très loin de la Cité des Étoiles, il y a toute une série de rituels liés à Gagarine, beaucoup chez nous. Du côté américain, ce sont d'autres types de rituels qui font que petit à petit, vous n'êtes plus simplement un équipage, mais vous êtes l'équipage qui va partir. Donc, psychologiquement, vous commencez à entrer dans cette bulle de l'équipage qui va partir. Vous êtes le centre de toutes les attentions, des derniers entraînements, des dernières précautions. Vous avez eu un long entraînement au préalable, donc vous vous sentez prêt, en connaissance des systèmes, vous connaissez l'équipage, vous connaissez votre programme, vous connaissez la fusée, la station et le vaisseau. Donc voilà, vous avancez sur le chemin avec confiance, avec impatience aussi. Alors, vous avez rappelé que j'étais sélectionnée en 85 et j'ai volé en 96. Oui. Donc quand même 11 années après que ce soit entrouverte la porte du rêve. Donc il y a quand même beaucoup d'impatience que voilà, ce soit vous qui alliez vous installer dans la capsule. Et donc psychologiquement, au-delà de toutes les compétences qu'on a acquises, je trouve que ces 15 jours vous amènent à vous sentir au bon endroit, au bon moment et en capacité de réussir cette mission. Après, c'est beaucoup d'émotions, mais je dirais des émotions positives. J'ai évoqué l'impatience, j'ai évoqué
la vigilance, la concentration, mais parce qu'on sait que justement il faut être attentif à tout ce que vous avez répété de multiples fois en simulateur, mais que cette fois-ci, voilà, c'est le vrai vol. Et la première fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore complètement. On ne sait pas ce que c'est que ces 3 étages de propulsion, où chacun des étages, vous allez ressentir ces facteurs de charge à 4G. Alors oui, vous les avez travaillés en centrifugeuse, mais là, ça s'accompagne de bruit, de vibrations, la séparation des étages, des petites étincelles liées à la pyrotechnie qui sont tout autour, hein. Et puis cette sensation d'extraction lente du sol avant de commencer à acquérir de la vitesse et à accélérer pour passer d'une vitesse 0 sur le pas de tir à 28 000 km/h qui est la vitesse de satellisation. Alors ça va assez vite puisque c'est 8 minutes 45 de propulsion. C'est toujours un peu la même chose avec le vol de Crew Dragon, c'était 8 minutes 48. Hein. Donc il y a 2 étages de propulsion dans ce cas-là. Nous, il y a 3 étages de propulsion sur la fusée Soyouz. Et puis, au bout de ces 8 minutes 45, vous êtes injecté en orbite. Et donc là, vous découvrez la microgravité et vous avez la possibilité de commencer à vous relâcher un petit peu parce que c'est la phase difficile, c'est la phase dynamique de propulsion et puis ensuite la phase d'amarrage. Mais entre la fin de la propulsion et l'amarrage qui a lieu quelques heures, voire jours plus tard, voilà, vous avez cette possibilité de vous adapter à ce nouvel environnement, la 3e dimension, la microgravité, et puis de pouvoir regarder par le hublot. Oui, cette Terre autour de laquelle vous défilez à 28 000 km/h et donc vous faites le tour en 90 minutes. Ouais. Et du coup, donc oui, il y a ces 3 phases. Il y a le départ, après, quand on rentre le voyage. dans l'orbite, quand on passe on fait le passage en orbite, donc là, on rentre en microgravité. Et ensuite, il y a la phase d'amarrage où là, on va se coller à l'ISS pour pouvoir rentrer dedans. Oui. On est injecté en orbite à 200 km en orbite et la station est, elle, à 400. Donc après, il y a tout un tas de manœuvres orbitales de façon à pouvoir rejoindre l'orbite à 400. Dans notre cas, ça demandait 48 heures. Le Crew Dragon, il y a quelques jours, c'était 23 heures, donc un petit peu moins d'une journée. Et les Russes sont aujourd'hui en capacité d'amarrer après 2 orbites seulement. C'est-à-dire que l'équipage qui a précédé Thomas Pesquet dans la station spatiale, ils ont amarré un petit peu plus de 3 heures après le décollage de Baïkonour. D'accord. Donc quand on dit c'est loin, c'est long, 48 heures pour rejoindre la station. Quand on le fait en 3 heures, ben voilà, c'est un 400 km, ça va presque devenir la même chose que d'aller à 400 km au départ de Paris vers le sud pour voyager. Et du coup, j'imagine que pendant toutes ces phases-là, vous êtes formé pour ça, donc vous êtes, c'est presque des réflexes automatiques, mais vous êtes très concentré, j'imagine. Est-ce qu'on arrive quand même à profiter, malgré cette concentration très importante? Oui, c'est pour ça que j'ai évoqué ce moment un petit peu plus cool, relaxé, dans la phase où les automatismes font les corrections d'orbite pour rejoindre la station spatiale. Et là, effectivement, c'est une période où vous pouvez essayer de vous relâcher, de ressentir, de commencer à apprendre à se déplacer en microgravité, même si le volume est pas très très gros. Hein. On est dans un bloc orbital au-dessus de la capsule qui fait 6 mètres cubes, on était 3, donc on peut pas bouger bien loin dans 6 mètres cubes. Et par contre, effectivement, oui, ce bonheur de regarder par le hublot, et je l'ai souvent dit, et j'ai eu la chance de voir ma première aurore boréale par le hublot. Je n'en avais jamais vu sur Terre et j'ai été complètement fascinée et émerveillée par ce premier regard par le hublot. Et puis ensuite, une fois que vous êtes dans la station spatiale, alors c'est vrai que, en particulier pour les vols de courte durée, c'est un programme très très intense et on pourrait presque se laisser dévorer par le programme de travail scientifique et le programme de maintenance aussi de la station. Mais il faut absolument extraire un petit peu de temps pour
ressentir, percevoir, se laisser imbiber par ces images et ces sensations extra-terrestres et extra-ordinaires pour pouvoir ensuite les partager pendant le vol, au retour du vol. Et c'est vrai que c'est ce que les publics, quel que soit leur âge, nous demandent. C'est qu'est-ce que vous avez senti, qu'est-ce que vous avez vu. Donc tout cet aspect d'émotion et de perception, eh bien c'est important de l'accumuler pour pouvoir ensuite le partager, parce que comme vous l'avez dit, on n'est que 566 privilégiés à l'avoir vraiment vécu. Est-ce que, parce que souvent on parle de la méditation pour vivre le moment présent, des choses comme ça, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous faites, par exemple de la méditation de temps en temps pour vous recentrer et vous dire, je vais profiter de l'instant. J'imagine que faire de la méditation dans l'espace, ça doit être incroyable. Alors, je suis pas une pratiquante régulière, mais c'est vrai que j'ai vécu des moments dans la station spatiale quand j'arrivais à grappiller 3 heures de temps, ce qui voulait dire 2 orbites autour de la Terre, hein, c'est 90 minutes une orbite, avec une musique. Alors bon, je l'ai souvent dit là aussi, mais c'est ça qui m'avait marqué le plus fortement, la Calas. Dans Norma, alors vous imaginez, vous avez votre corps qui flotte en microgravité, vous regardez par le hublot, vous avez cette musique qui avait un rythme qui était exactement le rythme de défilement, avec cette voix fascinante, magique. Alors là, je pense que tout ça, c'est effectivement du domaine d'un état de contemplation, de méditation qui vous emmène au-delà de ce que vous êtes quand vous êtes trop contraint par la gravité ou la gravité dans tous les sens du terme, la gravité de la force d'attraction et puis la gravité des situations. Là, effectivement, vous vous laissez dériver dans cette contemplation, c'est sûr. Et ça vous transcende, ça vous transforme aussi, parce que la vision de la Terre par le hublot, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Cette planète si belle dans un cosmos qui par ailleurs est aussi mystérieux, cette planète tout à fait isolée, fragile, ronde bien évidemment, avec cette très très mince couche d'atmosphère qui fait que la vie est possible. Tout ça vous le ressentez, c'est plus comme si vous aviez sur Terre un horizon, un paysage. Là vous avez une vue globale de cette planète, et ça c'est très transformatif, je dirais, pour chacun d'entre nous. On revient après différent de ce qu'on était avant de partir. J'imagine. Et comme être humain. Oui. Quand justement vous regardez par le hublot, donc soit vous avez la vue sur la Terre, soit vous avez la vue justement dans le cosmos, donc dans le noir avec les étoiles et autres. Est-ce que... alors, je vous dis ça parce que moi, souvent, quand je regarde les étoiles, ça me donne un sentiment d'être tout petit et d'être presque insignifiant. Est-ce que quand vous regardiez dans le cosmos comme ça, vous aviez l'impression d'être seul et d'être tout petit? Je sais qu'il y a des gens que ça angoisse. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous angoissait ou qu'est-ce que vous ressentiez? Non, alors peut-être que je peux ajouter à ce que vous dites, et moi je l'ai ressenti souvent aussi, un beau ciel de Provence, la nuit, la voûte céleste, c'est déjà somptueux, c'est vrai, mais ça reste quelque chose qui est en 2 dimensions. Alors que quand on regarde par le hublot de la station, du côté cosmos noir, comme vous le dites, moi j'avais vraiment l'impression d'être dans le cosmos, d'avoir accès à une dimension supplémentaire. Et oui, alors on se rend compte de l'isolement de la planète dans cet immense cosmos. On se rend compte que notre petit vaisseau spatial, il n'est pas grand-chose dans cet environnement en orbite basse. Mais au contraire, moi je trouve que ça nous donne ce sentiment qu'on est tous chacun un être humain, une pièce de cette humanité. Et que c'est à nous, où que l'on soit, d'agir avec responsabilité, sagesse, par rapport à ceux qui nous entourent, puis par rapport à la planète. Donc on revient tous un petit peu en étant des ambassadeurs, je dirais,
de la planète, parce qu'on sait voilà, à quel point elle est fragile. On l'a vraiment perçu. On sait que les secours ne vont pas venir de l'espace extra-terrestre, parce que c'est plutôt hostile et isolé, et que donc nous, êtres humains, nous sommes les responsables de cette planète qui est notre vaisseau, qui nous emmène dans ce trajet dans le système solaire. Donc moi, j'avais plutôt le sentiment, grâce à ça, de m'être retrouvée davantage connectée avec les autres humains de l'humanité. Et puis, on vit en équipage multiculturel. Il y avait des Russes, il y avait des Américains. On est dans cette atmosphère de coopération. On est en lien avec les équipes au sol. Donc, on n'est jamais complètement tout seul. Il y a ces moments de pure contemplation que j'ai évoqués tout à l'heure. Pour le reste, vous l'imaginez quand même, c'est hyper chargé en programme de travail. Et puis, on se sent apporter quelque chose. On est à bord aussi des opérateurs de ces expériences scientifiques, des sujets d'expérience parfois. Et on sait que ce laboratoire qu'est la Station spatiale internationale, c'est un laboratoire unique. Au sol, on ne peut pas s'affranchir de la gravité. Donc le seul endroit où on peut faire une recherche en microgravité, c'est là. Donc tout ce qu'on accumule, qu'on fait et qu'on essaie de le faire de façon la plus excellente possible, c'est ça qu'on nous demande, on sait que c'est une contribution unique à un ensemble de données qu'on ne pourrait pas acquérir ailleurs. Alors que ce soit pour penser, faire des découvertes qui vont être utiles sur Terre, ou que ce soit qu'on soit un maillon de ce qui va permettre l'exploration de l'espace lointain, d'aller sur la Lune et d'y vivre et d'y travailler, puis d'aller de façon la plus sécure possible jusqu'à Mars et tout ça. On sait qu'il y a quand même encore pas mal de points que la recherche doit nous permettre de franchir et de surmonter. Et justement, vous disiez à l'instant, il n'y a pas de secours qui peuvent venir vous chercher. De toute façon, on le sait dans... Non, je disais qu'il n'y a pas de secours pour la planète Terre, si ce n'est pas nous humains, qui en prenons soin. À bord de la station spatiale, aujourd'hui, et en particulier en ce moment, si vous voyez les images qui sont diffusées, il y a quand même pas mal de vaisseaux amarrés à la station. Il y a une espèce de balai de vaisseaux qui est assez impressionnant. Donc il y a toujours un vaisseau qui permet d'évacuer la station spatiale en cas de problème. Qu'est-ce que ça peut être les problèmes ? Ça peut être un problème médical, bon, pourquoi pas, s'il y a vraiment quelque chose où on ne peut pas le traiter à bord. Après, c'est les dépressurisations, s'il y a des collisions, soit avec des impacts de débris spatiaux, soit d'autres types. Et puis éventuellement un feu à bord qui ne serait pas contrôlé. Dans ces cas-là, on peut être amené à évacuer la station, on est formé pour ces manœuvres d'urgence. Et un retour vers la Terre, c'est là aussi en 4 heures. Oui. Donc, ça ne sera pas le cas pour la Lune. Et ça sera encore moins le cas pour Mars. Donc, c'est là où il se pose aussi des problèmes psychologiques, techniques, d'autonomie, et des problèmes médicaux pour ces missions d'exploration de l'espace lointain. J'imagine que ce soit à partir du lancement, dans la station, même si du coup on a des solutions de secours, ou l'atterrissage, c'est un métier à risque, de toute façon, étant donné qu'on va quand même faire de la conquête d'un espace qui n'est pas habitable pour l'homme. Est-ce que, au final, alors je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais c'est pas plus simple de rester chez soi et d'être sûr qu'il nous arrive rien? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire je vais prendre des risques, mais c'est super? C'est cette envie d'explorer, de découvrir, de repousser, de faire partie d'une équipe, de participer à une aventure internationale aussi, de coopération. Moi, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont ajoutés les uns aux autres, un peu boule de neige, pour faire que à chaque instant, j'avais envie de partir. Et après, il y a des risques, bien évidemment, mais on a aussi des risques dans d'autres situations de la vie. On est amené à s'entraîner, à bien connaître et à maîtriser un maximum de risques. Et moi, j'avais vraiment le sentiment,
Alors bon, c'est la fusée Soyouz, plus de 1500 tirs avant que je ne parte sur le vol de 96. Une capsule au sommet de cette fusée dont il est possible d'être éjecté du système de propulsion à chaque instant. Donc c'était très fiable et très rodé. Alors moi j'ai pas eu l'impression de prendre des risques que je ne maîtrisais pas. Je savais qu'il y avait une part de risque, bien évidemment. Enfin c'était très maîtrisé, calculé, appris avec un système très très fiable. Et d'ailleurs aujourd'hui la capsule Crew Dragon c'est la même chose. Elle peut être éjectée à tout moment pendant la phase de propulsion avec un retour en sécurité de l'équipage. Donc ces éléments-là techniques sont quand même des éléments qui rassurent. Alors aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens pour aller en orbite. Depuis près de 10 ans, de 2011 à 2020, 9 ans. Il n'y avait que le vaisseau Soyouz sur cette fusée Soyouz qui permettait d'amener les équipages à la station spatiale. Et puis, depuis 2020, donc maintenant, il y a le système Dragon, le Crew Dragon de SpaceX avec Elon Musk et le tir de Crew 2, du deuxième équipage, donc avec Thomas. C'était seulement le 3e tir avec équipage de cette fusée. Cette fusée a été tirée plein de fois par ailleurs pour des tirs sans équipage et des lancements de satellites. Mais voilà, c'est une phase qui nécessite encore beaucoup de vigilance, même s'il y a toujours de la vigilance du côté russe, là aussi, mais où 1700 tirs, c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup de fidélité et de confiance. J'imagine. Justement, vous parliez d'Elon Musk, donc de SpaceX, sa société qui crée notamment le Crew Dragon et les fusées aussi, Falcon, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des entreprises privées dans le spatial, parce que évidemment c'est pas les seuls, il y a aussi Amazon, Google, il y en a d'autres. Est-ce que au final ça serait pas un peu les nouvelles GAFA mais de la conquête spatiale? Alors ces partenariats vraiment très intriqués et synergiques entre pour côté américain la NASA et puis ces opérateurs privés. Ça fait déjà un petit moment que la NASA est partie sur ce schéma-là, en donnant des cahiers des charges à des entreprises privées, en leur disant voilà, je veux ça et ça, c'est le cahier des charges. Et puis après, à vous d'être innovant, de proposer, mais de tester bien évidemment la sécurité de la solution que vous proposez. Et effectivement, aujourd'hui, si on prend SpaceX pour le vol habité, ils ont pensé cette fusée, ils ont construit cette fusée, ils lancent la fusée et ils opèrent, ce sont les opérateurs, jusqu'à l'arrivée de l'équipage dans la station. Donc effectivement, NASA a financé, ce sont des contrats des agences institutionnelles, mais avec des solutions effectivement différentes de ce que pourrait être ce qu'on appelle les arsenaux ou les usual suspects, les entreprises habituelles plus classiques. Donc ça donne de l'agilité, des nouvelles solutions, dont les lanceurs réutilisables, bien évidemment, dont une espèce de modernité parce que ça va plus vite. On voit bien que la capsule Crew Dragon, elle est complètement année 2020. C'est pas quelque chose qui date d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que c'est allé plus vite dans le système. Donc voilà, moi je trouve que c'est une synergie qui est de qualité, qui fait bouger les choses, sur lequel je pense que l'Europe devrait, non pas obligatoirement copier le modèle, mais en tout cas s'inspirer de quelque chose qui soit plus fluide dans le système des entreprises. Et puis effectivement, il y a ces grands que vous avez évoqués, Elon Musk, Jeff Bezos, sont quand même des gens qui viennent d'un autre monde que le monde du spatial, comme vous le disiez. Alors c'est pas obligatoirement tous des GAFA, quoique ils sont quand même souvent proches de ce monde du digital. Et on sait bien que ça c'est même pas une évolution, c'est déjà vrai aujourd'hui. Le monde du digital, le monde du spatial sont des mondes qui sont complètement hybridés aujourd'hui. C'est pas des choses qui sont l'un à côté de l'autre.
le spatial bénéficie des avancées digitales et le digital va bénéficier du spatial. Alors, pas obligatoirement pour le vol habité, mais quand on voit ces constellations en orbite, c'est pour un accès à Internet et une diffusion de ces technologies. Donc, ce sont des mondes très hybrides. Je disais avec Starlink notamment, qui fait un peu débat en ce moment, d'Elon Musk qui veut mettre justement des satellites autour de la Terre pour donner la connexion Internet. Moi, je pense qu'avec ces avancées scientifiques et techniques qui sont tellement extraordinaires et rapides, ça nous oblige, nous humains, à être plus intelligents et plus sages. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir envie de participer à ces aventures scientifiques et techniques. Et c'est pour ça que j'appelle souvent à l'école les plus jeunes à considérer tout le potentiel des métiers de la science et des métiers de l'ingénierie, mais pas avec un enthousiasme qui n'aurait pas de limite. Je crois qu'au contraire, ce qui fait de nous des humains importants dans le système aujourd'hui, c'est de savoir utiliser avec sagesse et responsabilité ces moyens puissants qui sont entre nos mains. Et je pense que ça, il faut l'apprendre dès tout petit à l'école. Quand on parle d'Internet, de réseaux sociaux, de piratage, de hacking, choses comme ça, il faut apprendre aussi aux jeunes que bien sûr, ça vous emmène dans des possibilités de communication extraordinaires, mais que, attention, il faut être responsable de ce qu'on fait. Et il faut avoir quelques clés de ces nouveaux paysages vers lesquels on va. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que notre civilisation évolue, s'élève. Très bien. J'ai l'impression que le spatial, dans les années 1969, même avant, c'était beaucoup de la compétition pour montrer qui était le plus fort, qui irait le plus loin, etc. Et aujourd'hui, alors c'est mon ressenti, mais justement je voudrais avoir le vôtre, j'ai l'impression que c'est quelque chose justement où c'est un peu, l'espace c'est un peu un terrain neutre où tout le monde s'entend bien, alors je suis pas dans les petits papiers, mais où tout le monde s'entend bien et justement on arrive à cohabiter tous ensemble et à créer et avancer technologiquement parlant ensemble. Bon, alors c'est pas aussi idyllique que vous le décrivez. Hein, voilà. Sur le plan de l'espace, je dirais, utile aux politiques et utile à tout un chacun, que ce soit par les données d'observation de la Terre qui permettent de mieux faire l'agriculture ou l'implantation éventuellement de magasins ou d'aéroports quelque part. Tout ce qui est la géolocalisation avec Galiléo ou GPS, tout ce qui est les télécoms, l'accès à l'internet, ça c'est un monde très 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 compétitif. Et pour être compétitif, il faut aussi avoir justement des lanceurs pour l'accès à l'espace qui soit compétitif, parce qu'il y a un marché, il y a une compétition économique, et donc voilà, là c'est pas vraiment de la coopération, c'est de la conquête de marché, c'est trouver des applications avec les marchés correspondants et l'innovation qui permet de les mettre en œuvre, et puis il y a des nouveaux entrants, comme on dit dans notre jargon, et en particulier la Chine. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'on n'était plus dans l'espèce de guerre froide et de démonstration de puissance États-Unis-URSS des années 60, eh bien, on est quand même aujourd'hui dans une démonstration de puissance, de savoir-faire et de leadership politique aussi, entre les États-Unis et la Chine, parce que la Chine a quand même un savoir-faire et un potentiel tout à fait extraordinaire aujourd'hui. Donc, la compétition, elle est là. Je dirais même qu'elle se renforce encore plus parce que le spatial est essentiel à l'ensemble de nos activités aujourd'hui. Et vous évoquiez tout à l'heure les collisions et les débris spatiaux et Starlink avec beaucoup de satellites dans ces constellations. Et quand je disais qu'il faut qu'on soit plus intelligent et plus sage aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut mettre en place ces régulations, ces suivis, le contrôle du trafic en orbite, qu'on responsabilise les acteurs dans ce qu'ils font, parce qu'une collision, ça peut être quelque chose qui détruise complètement toute possibilité d'accès dans l'espace par la suite. S'il y a des débris, ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, un petit débris fait un autre débris, et puis ça devient quelque chose qui va gêner l'accès. Donc il y a cet aspect de compétition économique,
il y a quand même l'espace utile à la surveillance des territoires, à l'écoute des territoires, tout ce qui est le spatial de défense. Bon, il est présent, c'est un des outils majeurs, avec plutôt redouter aussi ce qui pourrait être des cyberattaques, des choses qui brouillent les signaux des satellites ou qui viennent. Donc, c'est un sujet qui n'est pas obligatoirement un sujet de coopération. Celui des débris spatiaux est un sujet de coopération parce que ça complique la vie à tout le monde s'il se passe un problème. Les autres sujets sont pas vraiment des sujets de coopération. Mais pour aller dans ce que vous évoquez comme quelque chose d'idyllique et qui pourrait paraître utopique, mais je crois qu'il faut qu'on garde des possibilités comme ça d'avoir des utopies. Pour moi, installer des bases sur la Lune en le faisant d'une façon harmonisée, justement, pour apprendre à y vivre, à y travailler, penser à aller jusqu'à Mars, et là aussi, ça devrait, et j'espère que ça se fera en coopération internationale, pacifique, multilatérale, où chacun aura la possibilité de prendre parole et prendre part à la définition des règles. Et il faut qu'on soit attentif et exigeant sur ces sujets-là aussi. Ça peut être une superbe plateforme de penser et travailler autrement sans refaire toutes les erreurs qu'on a fait sur Terre. Et moi, j'essaie de le voir dans ce sens-là. Et c'est là où je dis aussi que l'exploration spatiale, c'est du rêve, mais c'est aussi un vrai penser notre civilisation et l'expansion de notre humanité. Pas pour qu'elle quitte la Terre, mais pour qu'elle essaie de se penser, voilà, d'une façon différente et de s'élever un peu et de s'améliorer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, où il y a quand même trop de difficultés mal contrôlées. Ne serait-ce que le changement climatique sur lequel il est bien évident qu'on doit être tous ensemble avec tous les yeux depuis la Terre, les yeux des chercheurs et les yeux des satellites en orbite pour essayer de mieux comprendre et de trouver des solutions. Et justement, là, vous nous parliez de ce fameux village sur la Lune ou de la conquête de Mars. Alors, il faut savoir que, je rappelle aussi pour ceux qui nous écoutent, mais l'ISS, c'est à 400 km, donc c'est très très proche, en fait, de la Terre. Mars, par contre, c'est beaucoup plus loin, c'est 55 à 400 millions, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Oui, alors, il y a un facteur 1000, 400 km pour la Terre, la Lune c'est à peu près 400 000, en fait 385 000, donc 1000 fois plus. Hein. Et puis Mars c'est encore 1000 fois plus, hein, comme vous l'avez dit, c'est à partir de 40 millions. Donc effectivement les échelles de temps d'un seul coup se dilatent. Et alors, on a plusieurs objectifs aujourd'hui. On a cette fameuse conquête de la Lune, la conquête de Mars. Et j'aimerais savoir pourquoi on a ces deux objectifs-là et surtout, pourquoi la Lune, ça fait 50 ans qu'on y est allé, à une époque où les moyens techniques n'étaient pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, est-ce que ça serait pas plus facile d'aller sur la Lune qu'il y a 50 ans, quoi ? Ouais. Alors, vous avez raison de poser la question parce qu'on nous la pose toujours. Vous vous rappelez, Apollo, c'est de 69 à 72 et puis après, effectivement, ça s'est arrêté parce que dans les moteurs de l'exploration, je crois qu'il y avait à la fois, bien évidemment, la guerre froide, qui est le premier de l'URSS ou des États-Unis mettrait le premier homme sur la Lune. Donc ça, c'était un moteur qui a fait que les choses se sont réalisées. Et puis, voilà, il y avait un rêve, une aspiration, tout le monde l'attendait. On a parlé de science-fiction. La science-fiction, elle a commencé bien avant 1969, donc tout le monde avait envie d'aller vers ça. Et puis, une fois que ça a été fait, il y a eu moins d'adhésion citoyenne de tout un chacun, moins de moteur politique parce que voilà, les Américains avaient gagné la bataille qu'ils avaient lancée et ils sont partis sur d'autres choses, la navette spatiale en particulier, qui était quelque chose qui coûtait cher, qui était techniquement difficile, donc on peut pas mener plusieurs programmes d'exploration en même temps. Et puis là, le retour sur la Lune, ça s'appelle le programme Artemis côté américain, qui est prévu pour 2024, donc c'est demain matin.
c'est pas simplement pour un one shot. On retourne sur la Lune, on replante un drapeau, même s'il y en a déjà un. Donc je pense que ça n'a aucune utilité de faire cette démonstration de drapeau. Mais l'idée, c'est d'apprendre à y vivre et y travailler. Donc développer des infrastructures qui vont être d'abord autour de la Lune, et puis qui vont permettre de ce gateway autour de la Lune de descendre en surface, et en surface de s'y installer, de construire des habitats, d'essayer d'utiliser les ressources sur le sol de la Lune, qui sont les glaces d'eau au niveau des pôles, et qui sont le régolithe, cette fameuse poussière à la surface de la Lune, qui peut permettre d'extraire de l'oxygène, de l'hydrogène, enfin ce qui peut permettre de commencer à établir ce qui va rendre la vie possible. Il va falloir penser la mobilité, se déplacer, les communications, l'énergie. Enfin, ça n'a rien à voir avec le programme Apollo. Et c'est vrai que moi, j'ai porté beaucoup le concept du village lunaire, qui était cette idée de se dire soyons tous des villageois d'un même ensemble, c'est-à-dire parlons-nous, faisons les choses ensemble. Alors j'espère qu'on va petit à petit avancer vers ça, même si pour l'instant chacun s'installe un petit peu à un coin de la Lune, mais j'espère qu'à un moment donné on arrivera à trouver une alliance qui nous permettra de le faire ensemble. Et ça va nous permettre de mieux connaître la Lune, parce qu'on est allé toujours un petit peu au même endroit depuis Apollo, donc de mieux connaître cette Lune qui est une partie de notre Terre, bien évidemment. On a quand même des origines communes, et puis c'est aussi une archive du système solaire absolument extraordinaire. Il y a une science magnifique à faire sur la Lune. Et puis, ça va nous apprendre à aller plus loin. Et l'étape d'après, comme on l'a déjà évoqué, c'est Mars. Aujourd'hui, ça nous émerveille parce qu'il y a le rover Perseverance, le petit hélicoptère Ingenuity qui est magnifique dans pas seulement ses tentatives de vol, mais ses succès de vol. Ça fait la 3e fois qu'il fait des vols réussis. Et l'idée pour Mars, c'est de se donner tous les moyens d'y trouver ces fameuses traces de vie, puisqu'il y a quelques milliards d'années, la planète Mars était très semblable à la planète Terre. Après, elle a perdu son atmosphère, elle a perdu son effet d'effet de serre, et donc aujourd'hui, elle est froide, elle est presque morte. Mais est-ce que tout est mort sur cette planète ? On y envoie des sismographes pour voir s'il y a encore ces activités volcaniques. Le mont Olympus sur Mars nous montre qu'il y a eu des volcans énormes, et puis ces traces de vie potentielles. Et ça, c'est vrai que c'est une des questions et un des moteurs de la recherche scientifique qui est quand même extraordinaire. Ça sera plus qu'un pas de géant pour l'humanité si on trouve quelque part ailleurs dans notre système solaire des traces d'une vie ancienne, même si elle a aucune chance de se transformer en intelligence. Alors les intelligences extraterrestres, c'est sûrement pas dans notre système solaire, mais ça c'est pour le 22e siècle. Moi je serais plus là pour le voir, mais en tout cas trouver ces traces anciennes de vie, c'est une recherche absolument passionnante. Mais ça sera beaucoup plus facile d'explorer et d'avoir des chances de trouver avec l'humain, qui quand même peut se déplacer et faire des recherches plus dirigées. On va envoyer une mission automatique de retour d'échantillons, MSR, Mars Sample Return. C'est prévu pour les années 2030 entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Mais bon, voilà, ça va se situer sur le petit territoire du rover Perseverance aujourd'hui. Donc, ça laisse... Bon, c'est un petit endroit limité de la surface de la planète Mars. Alors, si on ne trouve pas, on va être déçu. Mais en tout cas, il faut chercher pour savoir si on peut trouver. Et puis, je pense que l'homme aidera beaucoup à chercher plus précisément et avec plus de succès. Et c'est la belle aventure du 21e siècle. Ouais. Et alors, j'imagine, j'en suis pas sûr, et je sais pas si vous l'êtes aussi, il y a assez peu de chances pour que les prochains astronautes qui sont envoyés sur la Lune ou sur Mars, vous en fassiez partie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous frustre un peu, ou est-ce que, malgré l'existence quand même impressionnante que vous avez eue, les chances incroyables que vous avez eues, est-ce que c'est quelque chose quand même aujourd'hui qui vous frustre un peu de ne pas aller sur la Lune un jour? Bon,
J'ai quand même eu un privilège extraordinaire de vivre cette vie et puis ces vies multiples qu'on n'a pas beaucoup abordées, de faire partie de ces 566, d'avoir fait 2 missions spatiales. Alors, oui, évidemment, je n'ai pas fait de sortie extravéhiculaire. J'aurais aimé faire une sortie extravéhiculaire, pousser les coutilles et sortir avec mon gros scaphandre pour être moi-même un satellite au-dessus de notre planète. Et puis moi qui ai rêvé enfant du premier pas de l'homme sur la Lune, ben oui, mettre le pied sur la Lune, c'est quelque chose qui m'aurait plu beaucoup. Alors voilà, je compense, c'est pas des regrets parce que bon, je passe ma vie, mon enthousiasme, ça reste une passion, une envie de rendre les choses possibles pour les plus jeunes générations. Et après avoir fait d'autres métiers, j'ai rejoint donc l'Agence spatiale européenne où pendant 5 années j'ai travaillé sur ce sujet des infrastructures sur la Lune et du village lunaire. Et j'ai pas décroché encore de ce rêve lunaire, même si je sais que c'est pas moi qui mettrai le pied sur la Lune. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a beaucoup parlé de l'espace. Je voudrais juste terminer sur la suite de votre carrière. Parce que quand vous êtes revenu du coup en 2001, dans les années 2002, on vous a appelé pour être ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies. Bon, il y a eu des choses pas faciles, hein, j'imagine, à gérer, comme notamment Ariane 5 qui a terminé dans l'océan Atlantique, des choses comme ça. Mais on a fait ITER à ce moment-là. Oui. Démonstrateur de fusion nucléaire installé à Cadarache. Et ça, c'est pareil. C'est une superbe aventure de coopération. Et je suis vraiment très, très heureuse d'avoir participé à ce moment historique. C'était un peu ma question, parce qu'on dit, enfin en tout cas l'image qu'on en a, c'est que la politique c'est un peu un monde de requins, c'est un peu, voilà, c'est cruel, des choses comme ça. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, et pourquoi au final vous avez accepté un poste politique ? Moi, je l'ai accepté par conviction et engagement parce que je pensais que je pouvais apporter quelque chose, un élan et à des progrès dans ce monde de la recherche et de la technologie qui était mon monde d'origine. Donc voilà, j'y suis allée avec cette conviction, cette envie de faire avancer les choses, de faciliter les choses. Après, c'est vrai que le temps de la recherche demande de la pédagogie, des efforts à long terme, de la facilitation, et que parfois les agendas politiques, ils sont pas tout à fait sur le long terme, et que des choses dont vous aimeriez pouvoir les faire avancer, ça se fait pas en 6 mois, en 1 an, en 18 mois. Donc voilà, c'est là où il y a un petit gap entre le vouloir et le pouvoir, comme je dis souvent. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être ministre des Affaires européennes. Donc là, c'est pareil, c'est par conviction. Je vous ai dit que j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne en 1999. J'ai volé avec un drapeau européen. Je participe à cette coopération européenne entre les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne. Donc je crois en l'Europe. Je suis ambitieuse pour l'Europe. Je la porte. Donc voilà, c'était là aussi par conviction que j'ai accepté cette responsabilité. Alors là non plus, c'était pas facile puisque j'étais la ministre en poste en mai 2005, donc le non français au référendum sur le traité constitutionnel. Donc ça, je peux, voilà. Mais c'est pareil, la pédagogie, l'explication, c'est pas toujours ce qui passe le mieux dans ces moments de référendum avec des argumentaires qui doivent passer en 30 secondes à la radio. Voilà, c'est des temps qui sont pas obligatoirement compatibles avec les pédagogies d'une situation complexe. C'est plus facile d'argumenter un non que d'argumenter un pour et un oui. Donc voilà, mais j'ai appris beaucoup et j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu la chance de participer à des très belles aventures pendant ces 3 années où effectivement j'ai été ministre sous la présidence de Jacques Chirac et c'était le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. D'accord. Et en fait, oui, la politique c'était plus un outil du coup pour pouvoir avancer vos combats.
plutôt que juste voilà faire partie de la politique. Ok, d'accord, ça m'intéressait de savoir. C'était pas de la politique politicienne. Je suis pas encartée nulle part. Voilà, je voulais faire avancer faire avancer l'Europe, et puis faire avancer la confiance dans la science, le financement de la science, l'organisation de la science et de la recherche technologique. À l'époque, en 2002, ce ministère s'appelait ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies. Alors c'était le tout début. Aujourd'hui, on parle plus de ces nouvelles technologies. En tout cas, elles sont rentrées dans notre quotidien. Et voilà, c'était un moment de transition intéressant. Et voilà, j'ai eu envie de m'engager. J'ai fait ce que j'ai pu, pas toujours tout ce que j'ai voulu, mais je pense que j'ai fait des belles choses. Et du coup, donc en 2009, ensuite, enfin fin 2009, début 2010, vous avez été présidente de Uniscience, on en avait parlé un petit peu au début, donc qui regroupe la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la Découverte. Le Palais de la Découverte. Là, l'objectif... Ça s'appelle Universcience. Ah oui, pardon, c'est moi qui ai mal lu mes notes. Universcience. Uni vers la science, voilà. On avait essayé de trouver, et donc on réunissait ces deux magnifiques centres de sciences que sont le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et Industries. Universcience. L'objectif, c'est du coup diffuser, on va dire, la culture scientifique, technologique. Et j'avais une question par rapport à ça, parce que vous avez une fille qui est un petit peu plus jeune que moi, mais pas tant que ça. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'éducation qu'on reçoit, notamment l'éducation scientifique, mathématique, etc., qui est assez peut-être ancienne, mais qui fonctionne, vu que les maths, on découvre rarement de nouvelles choses, enfin, ça arrive. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation scolaire et justement, qu'est-ce que peuvent apporter ce type de structure aux jeunes, notamment, mais pas que? Alors, vous avez raison, le problème de l'éducation, moi je pense que c'est le problème majeur qui est le sujet majeur à prendre en charge aujourd'hui. Et que effectivement, il faut sûrement faire évoluer le système classique de l'éducation. Alors l'éducation, ça se fait à l'école, mais ça se fait aussi à la maison, et ça se fait dans des centres de sciences, et ça se fait dans des clubs sportifs, ou des clubs de codage, ou des clubs de robotique, et ça se fait en regardant la télévision ou en lisant les chaînes YouTube scientifiques. Donc il y a plein de façons de s'éduquer. Alors l'école, elle va apporter souvent ce qu'on appelle l'éducation qui prépare, pour donner les éléments de socle. Et puis, il faut aussi cette éducation qui fait grandir et l'éducation qui inspire. Alors, le centre de sciences, je trouve que c'est magnifique pour l'éducation qui inspire, parce que là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de croix en rouge dans la marge pour dire « tu n'aurais pas dû poser cette question » ou « ça n'est pas la bonne réponse ». C'est exactement fait pour laisser aller. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, je le vois un peu, vous évoquez ma fille et vous-même, votre génération, vous avez envie de comprendre le pourquoi, le sens, ça sert à quoi je m'engage, comment je peux agir. Et ça, il faut qu'on prenne un petit peu de distance par rapport à simplement ce qui est inscrit dans un livre ou présenté sur les tableaux blancs numériques superbes aujourd'hui. Et puis, je dirais, mettre les différentes disciplines un petit peu les unes avec les autres. Parce que quand on pense changement climatique, quand on pense biodiversité, quand on pense exploration spatiale, c'est à la fois des maths, de la physique, des sciences naturelles, et puis aussi beaucoup ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de la littérature, de la créativité, de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que ces civilisations multiplanétaires? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est vraiment sage pour contrôler tout ça? Donc voilà, ça devient compliqué, mais c'est passionnant. C'est passionnant, et je trouve que ce 21e siècle est un siècle passionnant, pour peu qu'on arrive effectivement à changer un petit peu le modèle éducatif et faire coopérer tous les acteurs de l'éducation. Il n'y a pas que l'école, il y a les centres de sciences, il y a vous. Il y a vos grands frères, il y a vos grands-parents dans ce qu'ils peuvent vous transmettre. Et donc, voilà, de la curiosité, des clés, de la confiance, essayer, prendre de la distance et de la sagesse, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup
d'informations dont on ne sait pas si c'est des vérités, des vraies informations. On sait que la science n'apporte pas toujours la vérité à chaque instant, que les choses sont évolutives. Donc tout ce qui est fake news, complotisme, bon, il faut savoir prendre de la distance et on a beaucoup de responsabilités. Nous, parents aussi. Il n'y a pas seulement les professeurs à l'école. Mais nous, parents, on a aussi beaucoup de responsabilités pour donner la main à ces jeunes qui ont un appétit de tout découvrir. Et c'est bien, il faut cet appétit-là. Et après, il faut savoir le gérer sans les brider. Donc, c'est un super sujet, l'éducation, compliqué, mais passionnant. Très bien. Et du coup, pour terminer cette longue carrière, depuis 2015, vous êtes à l'ESA, c'est ça, conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Oui, enfin, avec mes cheveux sylvaires, je suis en retraite institutionnelle depuis quelques mois de l'Agence spatiale européenne, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis très occupée avec des tas de sujets passionnants. J'imagine. Je vous ai beaucoup entendu à la radio ces derniers temps, donc vous continuez beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux mots qui ressortent beaucoup de cette interview, c'est l'apprentissage. J'ai l'impression que vous avez appris toute votre vie, et la transmission. Vous aimez aussi transmettre beaucoup. Voilà, c'est un peu ce que j'en ai ressorti de cet échange. Et peut-être un troisième, je rajoute, la curiosité. Parce que, on ne sait pas tout, même si on a eu des expériences de vie, et j'ai eu la chance d'avoir 6 vies différentes, où j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens. La curiosité, à la fois intellectuelle et dans la relation avec l'autre. On n'avance jamais tout seul sur le chemin. Il faut rester ouvert à rencontrer des gens, à répondre, par exemple, à Alexis qui a voulu me faire participer à ce Twitch. Et je trouve ça important de garder l'ouverture d'esprit et les relations, d'entre rester curieuse et en appétit de ce que la vie peut vous apporter. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Alors, je vous propose de passer aux 2 dernières parties qui vont être assez rapides et on va tout de suite faire la partie sur l'actualité. Mais parmi l'actualité du moment, de quoi allons-nous parler ? Alors, cette petite partie, c'est assez simple. J'ai relevé 4 actus du moment qui concernent un peu ce dont on a parlé, pardon. Donc, va y avoir des sujets d'éducation sur la Russie, la politique et la conquête spatiale, évidemment. Ça, c'est un peu le sujet bonus. Et parmi ces 4-là, vous en choisissez un et moi, je vous pose une question dessus. Alors, l'éducation, je voulais vous parler notamment des 1000 étudiants de BTS qui ont porté plainte contre les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui leur reprochent de maintenir les épreuves de BTS en présentiel malgré la crise sanitaire. Pour l'actu Russie, c'est l'armée russe qui a entamé le retrait des troupes déployées à proximité de la frontière ukrainienne ce week-end. Pour le sujet politique, c'est Marlène Schiappa qui aimerait que Cyril Hanouna anime le débat de l'entre-deux tours qui opposera les 2 candidats à la présidentielle 2022. Et pour la conquête spatiale, je pense que vous en doutez, c'est évidemment les 4 astronautes dont Thomas Pesquet qui ont décollé et sont arrivés à l'ISS vendredi dernier. Voilà. Alors, quel sujet vous intéresse le plus ? Je me doute un peu du sujet que vous allez choisir. Bon, il commence à se faire tard. Ça fait longtemps qu'on parle ensemble, donc je vais pas me lancer dans des sujets compliqués, même s'ils sont effectivement très très importants. Allez, posez-moi une question sur le vol de Crew 2 de Thomas Pesquet qui a rejoint la station spatiale. Alors ça tombe bien parce que c'est souvent une question que je pose à la fin de ce podcast. C'est qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes les personnes qui rêvent de faire comme lui ou comme ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu un déclic que vous aimeriez partager, quelque chose qui vous a fait vibrer, et qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à ces personnes-là, assez simplement? Moi, j'aimerais transmettre à tous les enfants qu'ils aient des rêves. Voilà.
un rêve pour chaque enfant. C'est important d'avoir un rêve et puis d'essayer de se commencer à rentrer sur le chemin de ce rêve et de se donner les moyens d'avancer, de trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Et en le reliant à Thomas Pesquet et à l'Agence spatiale européenne, je rappelle la sélection de l'Agence spatiale européenne aujourd'hui en cours. Alors, si vous avez ce rêve qui vous tenaille, allez-y, osez tenter votre rêve. Candidater. Merci beaucoup. On va passer aux questions du chat et je pense qu'on va en prendre que 2 pour aller assez rapidement. Okay. Et tout de suite les questions du chat du coup. Ça part en live dans le chat et c'est à vous de poser les questions. Alors, en question, j'en ai une notamment de Raphaël. Croyez-vous à une forme de vie existante sur d'autres planètes? Donc on y a déjà répondu un petit peu tout à l'heure. Il y en a une autre donc de Bananamo qui est plutôt la Terre est-elle vraiment ronde? Alors j'ai une question sous-jacente à celle-là. Comment vous réagissez par rapport à ceux justement qui ne croient pas à des choses que vous avez vues? Est-ce que ça vous frustre? Est-ce que ça vous énerve? Ouais. Alors, la question de Raphaël, je pense que des autres formes de vie, on commence à avoir les outils aujourd'hui avec ces sondes qui vont voir les exoplanètes autour d'autres systèmes stellaires, d'approcher petit à petit ces éléments-là. Mais c'est pas de l'exploration habitée, mais en avance. Alors ensuite, une constatation sur cette histoire de Terre plate. Au XXe siècle, parce que je peux dire que je suis une astronaute du XXe siècle, au XXe siècle, on ne m'a jamais posé cette question. D'accord. Et au XXIe siècle, on me la pose. Et ça, c'est vrai que ça m'interpelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit aujourd'hui dans un monde où on ne fait pas confiance à la science et à la recherche? Comment on peut prendre de la distance par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ces multiples informations qui sont pas des connaissances, mais qui sont diffusées sans contrôle. Et c'est vrai que ça me soucie, mais ça me remet sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on soit plus intelligent et plus sage, et ça, faut qu'on éduque nos enfants à cette sagesse pour agir. D'accord. Très bien. Et j'ai une dernière question, je pense qu'il va aller très très vite. C'est quelqu'un que je connais qui est médecin et qui me dit faut-il avoir une appendicectomie préventive avant d'aller dans l'espace? Ça l'était peut-être pour les tout premiers astronautes. Nous, c'était pas le cas. C'est pas D'accord. Le cas aujourd'hui. Voilà. Et même, je dirais que pour la sélection d'astronautes aujourd'hui, par exemple, un problème ophtalmo corrigé est quelque chose qui peut vous permettre d'aller jusqu'au bout de la sélection. D'accord. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Après, pour les missions longue durée sur la Lune et sur Mars, il y aura peut-être pas un médecin dans chaque équipage, mais en tout cas, il y aura un astronaute très très bien formé aux procédures médicales. Et puis, l'intelligence artificielle est une intelligence qui peut assister l'humain sur des situations complexes. Il ne faut pas toujours la voir comme quelque chose qui va nous pourrir la vie ou qui va nous déshumaniser. Je pense qu'en assistance à l'humain, ça peut aider sur ces problèmes médicaux. Très bien. Merci beaucoup. On va clore ce podcast avec la dernière question que je pose à tous les invités qui est « Et vous, qui vous inspire et qui vous aimeriez entendre sur ce podcast ?» On a évoqué l'éducation. Et si vous faites un podcast avec François Tadei, allez-y, il est vraiment génial. Il va vous ouvrir des horizons, il va tous nous ouvrir des horizons. Il pense pas comme nous. Il est out of the box. Parfois même, je lui dis out of the atmosphere. Et donc, voilà, invitez François Tadei. Très bien. On va lui envoyer une invitation. Super. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. C'était un petit peu long, mais c'était vraiment très, très intéressant. Et c'était vraiment une super expérience d'avoir pu vous recevoir. Merci à vous. C'était très agréable. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Peps. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé. C'est ce qui aide le plus le podcast et ça te permet évidemment de ne pas louper les prochains épisodes. Si tu souhaites participer aux prochains épisodes, je t'invite à me retrouver sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et en attendant, n'hésite pas à réaliser tes rêves. À très vite.